Parler du Cambodge, c'est un peu parler de ma vie parce que c'est un pays qui m'a toujours fasciné pour des raisons parfois un peu obscures, lointaines. Je suis Marseillais, donc comme beaucoup de Marseillais, je peux promener adolescent beaucoup au bord de mer et puis j'avais des rêves d'aventure. Et puis je crois aussi que peut-être dans l'innocence de l'adolescence, dans la curiosité que l'on peut avoir, dans les convictions parfois un peu brutales, un peu simplistes qu'on peut avoir, pour moi, je me disais, je dois aller vers ces pays-là, ou en tout cas, c'est une expérience que j'aimerais ne pas manquer. Et donc, lorsque j'ai terminé mes études de droit, avant d'aller vers une carrière professionnelle, j'ai voulu, comme tout le monde, faire mon service militaire, ou bien j'ai en même temps, et puis on verrait lequel sortirait le premier, fait un dossier pour la coopération. Et la coopération, il n'y avait pas grand-chose en tant que juriste à l'époque, et il y avait un poste au Cambodge, mais de façon un peu ironique, le ministère à l'époque me conseillait plutôt de ne pas prendre ce poste en raison de l'imprévisibilité, de la situation. Donc évidemment, un peu dans l'élan dont je vous parlais il y a quelques secondes, eh bien j'ai décidé d'aller au Cambodge. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une ville déjà assiégée vers la fin de l'année 74. Et c'était surtout des camions militaires qui passaient extrêmement vite, beaucoup d'uniformes, tout ça était évidemment très nouveau pour moi, donc je le voyais peut-être encore plus, comment dire, de façon plus spectaculaire que ça ne l'était, mais je crois que c'était spectaculaire de voir ces gens qui vivaient dans cette situation surréaliste, Et je me rappelle qu'il n'y avait pas un jour sans qu'on me demande qu'est-ce que des Cambodgiens, et notamment parmi les étudiants, me disent: vous restez, d'abord pourquoi vous restez? Vous devriez partir, c'est dangereux. Et ou bien me disaient: est-ce que vous pensez que est-ce que ça va s'arranger? Certains me disaient, j'oublierai jamais cette phrase qui est terrible a posteriori, qui étaient les Cambodgiens qui me disaient: mais nous nous entendrons toujours entre Khmers. Donc il y avait cette couche-là. Après, il y avait des gens qui étaient prêts à faire n'importe quoi pour partir. Il y en a eu un certain nombre, y compris parfois parmi des dignitaires, ce qui évidemment enlevait plus encore la confiance qu'il pouvait y avoir dans ceux qui étaient censés protéger la ville contre l'ennemi Khmer Rouge. Et puis il y avait les étrangers. Alors les étrangers, il y avait ceux qui étaient là depuis longtemps, qui par exemple étaient mariés avec des Cambodgiens ou des Cambodgiennes, et qui eux se posaient la question plus en termes de famille, de savoir on reste ou on reste pas. Si on reste et qu'il y a un problème, si on est français, australien ou d'une autre nationalité, est-ce que mon ambassade va me protéger? Et puis il y avait les étrangers qui, eux, finalement, pour pas voir ce qui se passait, ou parce qu'ils espéraient confusément, je ne sais pas, que les choses s'arrangeraient, faisaient la fête. Il y avait les bars certes, beaucoup de bars étaient pleins avec la musique, c'était possible de sortir. Donc finalement, chacun s'arrangeait pour continuer à mener sa vie avec ses inquiétudes que les gens géraient plus ou moins, avec les trafics quotidiens qui permettaient à beaucoup de pouvoir encore vivre, et puis avec cet espoir fondé sur à peu près rien que les choses allaient s'arranger. Et puis le 12 avril, je crois, sans que ce soit véritablement connu à l'avance, je crois que ça a été, sinon improvisé, en tout cas l'information a été peu diffusée. Les Américains, on l'a dit, ont fait partir un certain nombre d'avions, de personnes, d'hélicoptères. Et là, on a eu l'impression que d'un coup, il n'y avait plus d'air. C'est-à-dire, on se retrouvait entre soi, si je puis dire. On savait, il n'y avait pas besoin de mots. Nous savions tous que ce n'était plus possible de partir. Le 16 avril, je pense que les Khmers rouges sont si proches de la ville. Je ne sais pas comment on le sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde se dit que c'est fini, c'est la fin. D'abord, il y a eu beaucoup de roquettes qui ont été envoyées sur la ville. Les quelques personnes qui habitaient dans mon immeuble se sont regroupées dans la cage d'escalier parce qu'elles devaient être en béton armé ou je ne sais pas. Donc une partie de la nuit,
du 16, on a été nombreux à peu dormir et à attendre ce qui allait se passer, en sachant bien que ce n'était plus une question de semaines, de jours, mais une question d'heures. Et donc, après cette nuit euh, chaotique, le 17 au matin, il y a eu une espèce de grondement que moi j'entendais. Hein. Je vous rappelle que j'habitais donc sur le site, à côté de l'ambassade et de l'hôpital Calmette. Il y avait une espèce de grondement qui venait de la foule, un peu étrange, comme un tonnerre qui aurait été lointain, qui interloquait qui nous interloquait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on est allé voir sur le balcon qui donnait sur Molivong. Et là, on voit beaucoup de gens dans la rue, et puis dans le courant de la matinée, j'ai plus en tête la précision des heures, arrive une foule joyeuse. Des gens qui visiblement étaient très contents, se touchaient, se prenaient dans les bras. En tout cas, il y avait des manifestations de joie. Et en même temps que ça, arrivent de l'autre côté de la ville, en sens inverse, des files de Khmer rouge. On l'a dit, on le sait, très très sérieux, le teint très sombre, des fameuses sandales au chimines. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelait au Vietnam où j'ai vécu aussi. Et tout se fige. Quelques tirs, me semble-t-il, en l'air, mais guère plus. Mais une autorité naturelle, si je puis dire, une peur naturelle plus qu'une autorité naturelle, qu'instiller à la population les Khmers rouges fait que tout se calme et que les gens commencent à partir dans tous les ordres, dans tous les sens. Et que à partir, je crois, du 17 dans la soirée, et plus encore dans ma mémoire, à partir du jour suivant, des voitures avec des jeeps avec des haut-parleurs de Khmer Rouge sont passés disant à la population, je fais traduire évidemment, disant à la population qu'il y allait y avoir des bombardements américains et que par conséquent, au moins pour quelque temps, la population devait quitter la ville. Donc là, il y a eu l'exode et des scènes effroyables. Je pense notamment à Calmette qui était là, où l'hôpital a été vidé, les gens ont été obligés de partir sur des brancards, les familles aidaient comme elles pouvaient, prenaient les personnes âgées sur leur dos ou dans leurs bras. Et j'oublierai évidemment jamais le spectacle de ces personnes, du personnel de Calmette qui est parti, mais qui très dignement, s'exposant davantage encore, venaient serrer la main des Français, des médecins français avec lesquels ils avaient travaillé et prenaient la route pour une destination totalement inconnue, en tout cas qui n'était pas celle qu'on leur avait dite pour une période très courte. Donc ça a été... Et là, pareil, la ville qui se vide assez rapidement, et on se retrouve dans une ville qui devient soudain immense. Et nous, sur ce terrain autour de l'ambassade, dans l'ambassade, avec des gens qui s'accrochent, qui veulent rester là, qui espèrent que cette présence de l'ambassade va les aider. Donc beaucoup de gens sont arrivés le 17, ont pu rentrer dans l'ambassade. D'autres plus tard se sont désespérément accrochés pour pouvoir y entrer. Le fameux portail a été ouvert par moment. Donc dans un désordre assez indescriptible, puisqu'il n'y avait pas de règles. On ne savait pas bien au niveau des autorités françaises qu'est-ce qu'il était décidé ou pas décidé. Il était d'ailleurs, à mon avis, rien décidé par Paris, parce que je crois que le contact avec la France assez rapidement avait disparu. Donc ça ne pouvait plus être que quelques personnes à l'ambassade de France qui tentaient de décider. Décider, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire surtout essayer d'endiguer les gens qui rentraient avec les Khmers rouges qui étaient là, en sachant très bien qu'il arriverait un moment où ce ne serait plus possible. Et là, il a fallu très peu de temps, malheureusement, pour que certains perdent un peu la tête, c'est-à-dire n'aient plus du tout un sens des réalités et se replient sur eux-mêmes. Mais je pense par exemple à un homme qui était un sportif. Et il avait une obsession, c'était il voulait se raser tous les matins.
Et c'était difficile d'abord parce qu'il y avait peu d'eau. Donc il faisait ça avec de la mousse à raser comme ça. Je sais pas comment il faisait, mais enfin bref, il se rasait tous les matins. Et puis au bout de quelques jours, il y avait plus de mousse à raser, il y avait plus d'eau. Et lui, il continuait son obsession. Et à un moment donné, j'ai entendu des hurlements terribles vers la cuisine. Je me suis précipité. Il était en train de se raser, mais comme il avait plus de mousse à raser, il avait mis du décape-four. Donc évidemment, ce qui voulait dire qu'il était plus lui-même. Un autre qui avait aussi perdu la tête, se met dans les toilettes, ferme la porte, et puis au bout d'un moment, il y a sans arrêt 40 personnes, il y a sans arrêt un qui veulent aux toilettes. On a tapé, pas de réponse, on a insisté, etc. Finalement, on s'est dit, il y a dû y avoir un malaise, un problème, donc on a cassé la porte, on a enfoncé la porte pour rentrer, et là, on a trouvé un homme qui avait ouvert les 4 boîtes d'un demi-kilo, ou à peu près chacune, de choucroute froide, qu'il avait évidemment pas préparé ni rien, qui qui s'était totalement tapissé le visage et le corps de choucroute, de peur de manquer de nourriture. Il est sorti de là, il était devenu un animal. Donc on a eu beaucoup de gens comme ça. Il y a eu aussi des conversations. J'ai surpris une conversation entre 2 femmes qui étaient des Françaises mariées avec des hommes cambodgiens. Donc les Cambodgiens ont dû quitter l'ambassade. Elles sont restées avec leurs enfants. Et puis le ton monte un peu, elles se plaignent de plus en plus. Et il y en a une qui dit, mais vos enfants, ils sont nés au Cambodge. Oui, oui, ils sont nés à Phnom Penh, oui. Mais moi, les miens, ils sont nés en France. Donc, s'il y avait des tours de priorité, si la France envoie même des petits avions, moi je devrais être prioritaire avec mes enfants. Et heureusement, l'autre femme n'a pas percuté sur ce message qui était horrible, qui était le plus français, qui aurait dû être sauvé plus que l'autre. Et heureusement, je crois que l'autre n'a pas entendu et ils n'ont pas embrayé. Mais c'est pour dire que finalement, il y a eu aussi le cas d'un professeur, il faisait une thèse sur l'Antiquité romaine, et il avait sa femme, ses enfants qui étaient là. Il a décidé, il m'a dit, je m'occupe plus je suis sur ma machine à écrire, je ne m'occupe plus que de ma thèse. Alors j'ai dit, mais pourquoi, votre famille, etc., il faut que vous nous aidiez, on a besoin dans la maison, on a besoin... Il me dit, non, non, moi, mais pourquoi vous voulez faire ça? Parce que je sais qu'on va être tué, mais je voudrais finir ma thèse, je ne veux pas mourir sans que ma thèse soit terminée. Donc on touchait totalement l'absurde. À mon avis, le facteur commun à tous, c'était un désespoir silencieux. Moi, je le verrais comme ça, c'est-à-dire, quand on est très désespéré, je pense que, je fais référence à cette situation, bien sûr, mais je crois que on n'essaye plus de décider grand-chose. Donc, beaucoup de gens se sont laissés aller, advienne que pourra. Moi, par exemple, j'étais, heureusement à tort, mais j'étais convaincu que les Khmers rouges n'avaient aucune raison de nous garder, que chaque fois qu'ils avaient été en contact avec des étrangers, ils les avaient liquidés, et que comme il n'y aurait pas de demande rançon, qu'il n'y aurait probablement pas de négociation, etc., moi c'était mon idée, je crois que c'est un peu vrai d'ailleurs, vraisemblablement ils allaient nous liquider. Ce qui fait que j'avais pas à avoir l'espoir ou du désespoir, où j'étais dans cette situation, c'était comme ça. Alors c'est dans cette incertitude, dans cette soif de savoir, d'essayer de trouver une information, mais comment trouver une information, que je parlais un peu d'inconscience et d'innocence en voulant à toute force venir au Cambodge quand j'étais encore à Marseille. Et là, c'était quelques mois plus tard. Est-ce que j'avais grandi à cause des événements? Peut-être, mais toujours pas assez, puisque avec un ami médecin, on commence à se dire quand même que ce serait intéressant, puisqu'apparemment la ville a été vidée, qu'on aille voir par nous-mêmes. Bon. Alors peu importe le détail de la chose, un matin, voyant qu'il n'y a pas de garde, aussi discrètement que ce soit possible, nous sortons de la mission technique. Personne ne nous voit sortir, on ne dit évidemment rien à personne. Alors
on est allé le long de Monivong, on part par le côté, on marche, me semble-t-il, vers le Vatnum, on va vers le quai Sisovat, pour arriver où? Pour arriver ici, parce que j'aimais beaucoup cette pagode, j'y allais assez souvent, et elle avait à l'intérieur des biens très précieux, des pierres, des rubis. Donc je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il y avait eu un pillage ou pas. Donc on vient à cette pagode, on l'a ici même, nous la visitons, rien, il ne se passe absolument rien, rien n'avait été pillé, et puis au bout de, je sais pas, on était donc partis depuis 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure de l'ambassade. Je dis à la personne qui était avec moi, je crois que maintenant on devrait rentrer parce qu'il faut encore une demi-heure pour rentrer. On voulait pas que ce soit vu qu'on était parti, puis on savait pas très bien comment non plus on allait rentrer dans l'ambassade, comment ça allait se passer, quoi, le retour. Donc nous partons et mon ami qui peut-être, je sais pas, peut-être regrettait lui d'être sorti de l'ambassade, ne disait absolument plus rien. Il était littéralement figé. On sort d'ici, on va le long du quai pour essayer discrètement de revenir. Et là, à quelques 100 mètres peut-être, on entend, je vois une Jeep dans laquelle il y avait des Khmers rouges. Donc je lui dis, nous allons partir à contresens, ce qui était absurde, faire semblant de rien. Évidemment, les Khmers rouges nous ont repérés, sont venus, et là, nous ont mis leur AK-47, je crois, sur la tête, à l'un et à l'autre, et nous ont fait monter dans la Jeep. En s'amusant beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par me faire monter devant ou derrière, je ne sais plus dans quel sens, ça n'a aucune importance, mais moi j'étais tantôt devant, tantôt derrière. Ils ont changé plusieurs fois d'avis sur qui était à côté du chauffeur, qui était à côté du deuxième soldat armé. Donc on roule, totalement figés l'un et l'autre, et le garçon qui était là, le français qui était là avec moi, au bout on fait un barrage, 2 barrages, je sais plus combien de barrages, on fait plusieurs barrages, et à un moment donné, ça m'est resté toute ma vie en tête. Il me dit, et là, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? C'est la seule fois où il a repris la parole pour me dire, et maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Et je lui ai répondu, ils vont nous amener à l'extérieur, ils vont nous tuer. Et là, est-ce que c'est de dire ça? Est-ce que je ne sais pas? Là, toutes les questions ou les idées auxquelles on faisait référence un petit peu au début de notre discussion, où on se demande pourquoi on est là, est-ce que ça vaut la peine? Être là pour enseigner le droit à des étudiants, d'accord. Accepter que ce soit dans un pays en guerre pour une cause, globalement, qu'on aurait pu considérer juste, a fortiori, quand on avait les Khmers rouges en face, ça va. Après, quand on sait que quelques minutes après, ça va être fini, et je sais pas, c'est très bizarre comme sentiment. Ça a dû m'aider aussi dans le moment. J'ai peut-être choisi, si ça existe, mon sentiment dans le moment. Je me suis dit, c'est bien. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis là. Ben, on est au bout, mais c'est juste. Bon, se dire, je finis, sûrement pas un héros, mais me dire, bah, j'ai cru à quelque chose et je vais jusqu'au bout de la chose. C'est un peu transcender sa toute petite personne au moment où on croit qu'on va mourir. Finalement, c'est une forme de prière. Il y aurait peut-être une prière quelques minutes après. Je ne sais pas. C'est une façon de pas finir trop minable. Je crois que c'est ça aussi. Il faudrait beaucoup de temps pour qu'on en reparle parce qu'il y a eu 50 ans qui sont passés avec cette même réflexion. Donc on a continué plusieurs barrages. Alors là, j'ai un peu pas du tout perdu la tête, mais je sais plus bien combien de temps ça a pris, combien de temps on a roulé ou pas. Je savais qu'on nous amenait à la fin. Et puis à un moment donné, après X barrages, on arrive à un barrage où il n'y avait que des femmes Khmers rouges. Il n'y avait que des femmes. Et moi, j'aime bien de temps en temps rigoler. Alors là, ça s'y pressait pas trop, mais je commence à dire un peu n'importe quoi. Ah ben, c'est bien, on voit enfin des femmes Khmers rouges. Je dis un peu n'importe quoi. Ces femmes qui étaient aussi strictes que les hommes, quelques-unes en tout cas, se mettent à rire. Alors je comprenais pas ce qu'ils se disaient. Je me suis dit, ah, elle rit,
peut-être la fois où j'ai été le plus heureux dans ma vie de faire rire quelqu'un. Donc elle rit, elle se met à parler avec les soldats, ça n'en finit. Enfin, il me semble que la discussion n'en finit pas. Étant entendu, je me suis dit, si elles partent, si ça discute comme ça, peut-être, alors soit ils parlent de quelque chose qui a rien à voir et c'est rigolo, bon, soit c'est sur nous. On nous ramène pas. La Jeep repart, il y a une place. La Jeep, autour de la place, fait demi-tour et nous ramène à l'ambassade. La vie était de retour, quoi. Même si je n'avais pas de raison de penser que pour autant on n'allait pas être. Mais cette séquence qui avait duré au total, quoi, je sais pas, entre 2 et 3 heures, je ne sais pas, ça a été vraiment une des séquences les plus fortes de ma vie parce que on part, quelques minutes après, on va sans doute mourir, on rencontre quelqu'un qui enfin sourit, connexion ou pas, on revient, on retrouve les gens, on retrouve l'ambassade, ça a été un épisode entre la vie et la mort, quoi, assez terrible. Un peu contre toute attente, encore qu'on ne savait pas bien qui attendait quoi, mais nous apprenons que 2 convois seront constitués, 2 camions, conduits et guidés évidemment par les Khmers rouges. Alors cette nouvelle, elle est reçue, difficile de dire exactement quel était le sentiment de chacun. Il y a une espèce probablement de soulagement de quitter l'endroit. C'est-à-dire c'était quand même l'endroit d'un drame, donc quitter le lieu d'un drame sans savoir si on allait vers un autre lieu de drame et lequel, mais en tout cas je pense qu'il y a eu du soulagement de quitter cet endroit et je pense que ça peut tenir aussi à des choses très simples, c'est-à-dire l'espoir le plus fou c'était peut-être qu'on va partir et qu'effectivement on va être ramené vers la Thaïlande et sortir du Cambodge de ce qu'il était devenu. C'était peut-être aussi une idée simple de se dire peut-être qu'on va nous amener à un endroit où on va un peu mieux manger, où on va enfin pouvoir boire un peu plus que ce que l'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois que c'était pas trop le moment de décrire les états d'âme et que il y avait une grande passivité, une fatigue. Hein, ça faisait plusieurs semaines au soleil, dans une très grande chaleur liée directement à la saison, au mois d'avril. Donc tout ça mis bout à bout, je crois que les gens étaient assez passifs et allaient suivre. Mais je pense aussi que ça dépendait des camions, parce qu'il y avait des camions dans lesquels il y avait des gens dont le couple était séparé, qui avaient plus de nouvelles de leurs enfants, qui espéraient que les gens arrivent suffisamment à temps à Phnom Penh, peut-être pour les rejoindre. C'est pas ce qui s'est passé. Donc il y avait énormément de séparation et de drames dans chacun de ces camions, et certains drames peut-être dépassaient étaient plus grands encore que l'espoir de survivre en arrivant en Thaïlande. Je ne sais pas. En tout cas, moi, étant le plus jeune et puis un peu toujours avec les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, je me dis que c'est bien que je monte dans les derniers. Donc il y a un certain nombre on se retrouve quelques-uns dans le dernier camion. On passe devant l'université technique, on passe devant Pochentong, etc. La route continue et puis de temps en temps on fait des pauses, peu de pauses. Et moi je me rappelle avoir sur les 2 nuits, je crois qu'on a pu passer à l'extérieur, je me rappelle avoir très très peu dormi sur une cantine. Et pourquoi j'ai peu dormi? Parce que je voulais savoir ce qui allait se passer pendant mon sommeil. Est-ce qu'on risquait pas de nous tuer, de nous amener je ne sais pas où à ce moment-là? Et on roulait. Il y a des endroits où on roulait très lentement, hein, du fait que les routes c'était des sentiers impraticables ou presque, avec de la boue, avec la pluie, etc. Et à un moment donné, sort de ce sentier, de ce chemin, une femme visiblement métisse, à l'évidence métisse, qui se met à crier en français, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Prenez-moi avec vous, enfin quelque chose qui ressemblait à ça. Et c'est donc une femme qui avait identifié qu'il y avait des étrangers qui partaient, et qui voulaient essayer de rejoindre elle-même étant francophone et peut-être vraisemblablement d'origine française, espérant
pouvoir s'agripper là. Et là, le Khmer rouge lui crie je ne sais pas quoi, mais visiblement pour qu'elle s'en aille. Et finalement, elle ne part pas, elle continue à courir, à essayer de s'agripper au camion. Le camion, évidemment, parce que personne ne lui a dit de s'arrêter, c'était un chauffeur Khmer rouge, donc le camion continue sa voie. Et finalement, cette femme, le Khmer rouge, qui était avec nous dans le camion, à bout portant, lui tire dans la tête et meurt derrière nous sur la route. La fin de ce triste périple, c'est donc la frontière thaïlandaise. Pour moi, ça a été comme pour tous les autres, hein, ça a été le passage de l'enfer vers le monde libre. Donc cette frontière, elle avait déjà au moins cette valeur. Mais elle a eu une autre valeur pour moi, c'est que j'ai beaucoup parlé au début de l'adolescence, de mon enfance, etc. Et le seul objet que j'avais avec moi pendant toute cette période de mon séjour au Cambodge, c'était un petit ours que ma mère m'avait offert quand j'avais 1 an. Et cet ours, quand on est arrivé à la frontière, d'abord on a été fouillé par les Khmers rouges de façon surprenante d'ailleurs, puisqu'on quittait le pays. Et avant de passer du côté thaïlandais, les Khmers rouges nous ont fouillés. Ils ont pris mon ours avec un grand couteau, ils l'ont ouvert. Et ils ont bien sûr qu'ils ont rien trouvé, sauf rien. Il y avait rien. C'était un ours, un jouet. Mais en faisant ça, moi j'ai toujours eu l'impression, c'est plutôt ça qui m'a marqué à cette frontière, c'est que ils venaient de tuer, m'ont coupé en tout cas de mon enfance, de mon adolescence, et que pour moi c'était pas le passage d'une frontière, c'est que probablement j'étais devenu un homme à ce moment-là. Donc c'était plutôt intimement, personnellement, avec le peu d'intérêt que ça représente, mais pour moi, je devenais un homme en passant cette frontière. C'était plutôt ça, et l'homme, c'est aussi la liberté qui va avec, le combat pour la liberté que l'on doit avoir, ou je crois, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens très bien, des gens parfois un peu moins bien, mais moi, ce que je retiens après, c'est pour moi-même. Qu'est-ce que je retiens de ça? Qu'est-ce que je peux faire à ma toute petite échelle d'un homme? Ok, comme je suis pas très costaud, il paraît que je peux faire plus que si j'étais très costaud. Mais ça, c'est autre chose. Mais à ce niveau-là, moi, ce que je crois, et c'est tout simple, c'est que la première chose, c'est d'écouter les gens. Même si on comprend pas bien ce qu'ils disent, même si la langue est différente, être gentil, tout simplement gentil, pas être violent, essayer d'être pas trop prétentieux, si on peut. J'espère que mon exercice ne montrera pas le contraire. Mais ça, je crois que c'est important. Et si déjà, au niveau individuel, on s'intéresse aux gens, eh bien, quel que soit l'homme, qu'il soit bon ou mauvais, on a touché un endroit sensible qui fait que les gens, il y aura une réaction. Après, c'est à chacun à soi de capitaliser, si je puis dire, sur cette réaction. Mais moi, ma conclusion, si tant est qu'il puisse y avoir une conclusion à ce propos, ma conclusion, c'est plutôt l'homme, mais avec un petit H, c'est-à-dire l'individu, avec qui je peux faire un petit quelque chose, avec qui, si jamais il se souvient de moi, qu'il se souvienne de moi, plutôt avec un sourire, plutôt que de m'oublier ou de se dire ce type-là, il est pas sympa. Voilà, c'est tout simple, mais moi, ça m'a beaucoup, de voir des gens souffrir et mourir. Ça m'a plutôt appris à aller vers l'individu individuellement, mais aussi à croire qu'il y a des grandes causes et que la liberté est une grande cause, et qu'il y a tellement de signaux d'alarme rouge qui montrent qu'en cette liberté, on risque de la perdre, que là, il faut se mobiliser.